à tous, merci d'être là. C'est la première fois que je fais un speech devant autant de monde. Ça reste quand même un peu intimidant. Mon ami et collaborateur Martin, qui est présent au premier rang, m'a conseillé un vieux truc, c'est d'imaginer son audience tout nu. Et donc, excusez-moi, mais je vais faire ça pendant les prochaines 40 minutes. Merci Martin. Tu peux lever la main quand même, ouais. Alors, avant j'étais architecte, aujourd'hui je vais mieux. Tout est vrai, mis à part la ressemblance avec la photo. Mais effectivement, j'ai fait l'architecture à Bruxelles et j'ai tourné le dos à l'architecture il y a à peu près 5 ans pour me consacrer corps et âme à ma pratique architecturale. Et je ne vais pas vous raconter ce processus-là, mais plutôt vous parler de mes projets, d'une série de projets, et principalement des projets récents qui ont été faits en 2018, mis à part l'un ou l'autre. Voilà, donc 5 ans après, où j'en suis avec ma pratique et les hésitations et mon travail. Donc un peu plus de sérieux. Premier projet, flatuosité. Flatuosité fait référence au terme flatulence, qui sont, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, production de gaz dans l'intestin et un rejet de gaz dans l'intestin. Flatuosité, je vous ai fait une petite vidéo. C'est une pièce cinétique composée d'un moteur. Il y a un petit moteur qui tourne à une dizaine de tours par minute dans la boîte noire. Je crois que c'est pas la vidéo. On y est. Il y a un petit moteur qui tourne à peu près une dizaine de tours par minute et qui est connecté par des engrenages et ça permet de faire ce qu'on appelle un reducing gears, c'est de baisser la vitesse de ce moteur. Donc en haut, on a 2 cylindres en aluminium qui eux tournent plus qu'à 1 tour toutes les 2 heures. Ces 2 cylindres en aluminium pincent ce qu'on appelle du plastibule, le papier bulle, donc ce avec quoi on emballe généralement les œuvres d'art. Et on a à peu près toutes les 15-20 minutes une bulle qui explose. C'était un de mes premiers travaux qui date de 2014 et c'était une manière de faire référence au discours parfois un peu pompeux dans des galeries d'art où c'est beaucoup d'énergie pour finalement pas beaucoup de choses et un avis très personnel c'était je crois qu'il manque le son. Bon, c'est pas grave. Bon, normalement, il y avait deux bulles qui explosaient. Et donc, c'était vraiment une manière de faire référence à ces discours dans les galeries d'art qui sont parfois un peu trop pompeux et une manière de dire, bon, ben voilà, c'est beaucoup d'énergie pour casser, enfin, pour de l'air, finalement. Deuxième petit projet, 528 Hz. J'ai mis une image du Lucky Cat, qui est un peu le chat porte-bonheur japonais, aussi utilisé par les Chinois, qui est un peu un outil porte-bonheur. Ici, je ne vais pas vous parler du Lucky Cat, mais je vais vous parler de la fréquence 528 Hz. 528 Hz, c'est une fréquence qui est reconnue par beaucoup de gens comme étant la fréquence miracle, étant la fréquence de l'amour, une fréquence qui est capable de réparer l'ADN, fréquence qui, pour notre ami Leonard Horowitz, qui est un professeur, docteur, on pourrait même presque se passer de vaccin grâce à cette fréquence. Il en a fait un peu son business plan, il l'utilise, il le vend, il en fait fortune avec, ou il dit qu'il arrive à mettre cette fréquence-là dans des petits contenants et il les vend une fortune. Alors ça m'a inspiré pour créer une machine, un peu à la manière c'est un incubateur d'amulettes, un peu à la manière des chamans ou des mayas quand ils créent des objets porte-bonheur. Ça passe souvent par les incantations. Et donc j'ai fait une petite machine où il y a un dispositif à l'intérieur et un haut-parleur qui envoie cette fameuse fréquence magique, miraculeuse, à un fortune cookie. Pour ceux qui ne voient pas ce que c'est les fortune cookies, c'est les petits biscuits qu'on reçoit à la fin d'un repas au restaurant chinois. Donc l'idée, c'est vraiment de créer des amulettes qui sont créées digitalement par cette machine-là. Donc je fais
je les mets en place sous cloche pour un peu les rendre encore plus sacrés. Et donc il y en a en or qui sont recouverts de feuilles d'or. Je vais vous mettre une petite vidéo où on pourra entendre cette fameuse fréquence. Et donc ça c'est la machine qui fait à peu près cette taille-là. Il y a un certificat qui prouve que chaque cookie a été incubé pendant 48 heures et qui du coup est rendu magique et est censé vous porter bonheur. Prochaine dia, je l'ai mise surtout pour montrer une des manières dont je travaille. Malgré que j'ai tourné le dos à l'architecture, je continue à utiliser les outils de l'architecte qui passaient aussi entre autres ici par la 3D. Et donc ça c'est un des projets, la suite du projet des Fortune Cookies, c'est de créer une armoire, un dispositif qui tient les cookies et une roue de la fortune pour que le public puisse faire tourner la roue de la fortune et éventuellement gagner des cookies en or ou pas en or, voire pas du tout. Prochain projet aussi de 2018, In Memoriam. In Memoriam, c'est un projet à la mémoire de Tomás de Torquemada, qui a vécu au XVe siècle, décédé fin du XVe siècle, et était le premier grand inquisiteur de l'Inquisition espagnole. Donc il a été responsable de l'exil de milliers de personnes et du meurtre par torture ou brûlé ou pendaison aussi également de milliers de personnes en Espagne. Nombreux de ces personnes-là étaient des artistes, et donc pour ceux qui ne se rappellent pas vraiment ce que c'est l'Inquisition ou qui ne savent pas ce que c'est l'Inquisition, c'est un peu la police de l'Église catholique et qui tente de se débarrasser de la plupart des gens qui ne font pas comme l'Église voudrait. Alors c'est la pièce qu'on a créée, un petit dispositif pour lequel il faut une clé qui rentre dans un interrupteur. La pièce est la suivante, c'est une petite boîte avec un bouton rouge et un bouton vert et quelques lumières. Elle agit un peu comme un dispositif d'enquête de satisfaction, c'est-à-dire qu'il faut la placer à côté d'une œuvre d'art, qu'elle soit dans un endroit privé ou dans un musée ou dans une galerie, et le public qui passe à côté appuie sur le bouton vert ou sur le bouton rouge. Après, à un moment donné, la machine s'arrête quand il y a trop de boutons rouges et les lumières s'allument et ça envoie un tweet au monsieur qui est sur la droite, qui est monsieur Pontifex, qui est donc le pape. Ça envoie un tweet en latin au pape lui disant que peut-être qu'il faudrait faire une action par rapport à cette pièce-là. Et donc, il y a un tweet avec la photo de la pièce, la localisation de la pièce, et ça demande au Vatican, en tout cas, de peut-être envoyer quelqu'un et de voir s'il n'y a pas action à faire. Donc, Tomás de Torquemada a son compte Twitter, et depuis récemment, là, depuis une semaine, comme s'il était au courant qu'on allait avoir cette conférence aujourd'hui, il suit le compte de Tomás de Torquemada. Projet suivant, qui fait un peu référence au questionnement de l'artiste, qui fait un peu son coming out sur le tard, et qui a tendance à remettre un peu tout en question, comme je le fais parfois. Ça s'appelle There is no redemption in the temple of eternal doubt. Pas de rédemption dans le temple du doute éternel. Et donc c'est effectivement une pièce, de nouveau une pièce un petit peu cinétique, en mouvement, qui fait référence à ce questionnement. Le dispositif est assez simple, c'est une boîte qui est à peu près grande comme ça, dans lequel il y a un moteur qui fait tourner le visage qui est là, en haut, qui est un visage en bronze, qui tourne sur un cylindre en métal. Alors ce cylindre en métal a la particularité d'avoir un relief comme une vaguelette. Ces vaguelettes correspondent à la phrase « There is no redemption in the temple of eternal doubt » qui a été mise dans un software audio. Et donc on a analysé le spectre audio simplifié pour pouvoir créer ces vaguelettes-là. L'objectif de ces vaguelettes-là,
Et ça, c'est un des prototypes du mécanisme. C'est les points bas font descendre la tige et les points hauts font remonter la tige. Tout ça pour que la bouche s'ouvre à un moment donné en point bas et la bouche se referme en point haut. Et donc, il y a cette installation qui n'est pas tout à fait terminée. Pendant 1 minute 30, on n'entend rien, mais il y a vraiment simplement le glissement des 2 pièces de métal qui est assez, je trouve, sensible et qui fait référence à cette phrase-là. Alors, un autre projet, Tweetbox. Tweetbox est né d'une collaboration avec un ami à moi qui est un artiste islandais qui s'appelle Edvin Ulmsteinsson. Cette Tweetbox, c'est de nouveau un projet en rapport avec Twitter. C'est le rapporteur, c'est celui qui va rapporter ce qu'il entend de manière assez discrète. Je vais vous montrer une des œuvres de Edvin, j'ai une petite vidéo, et on a décidé de faire ce projet avec lui parce qu'il a tendance à faire des pièces qui se veulent avec le moins de sens possible. Donc il n'y a pas vraiment de concept derrière, pas vraiment d'études derrière, si ce n'est qu'elles doivent être le plus absurdes possible. Et on s'étonnait, j'ai été un jour à un de ces vernissages, d'entendre une fois de plus que les visiteurs et le public racontent par rapport à cette pièce qui ont très peu de sens. Une petite vidéo. Ça, c'est une vidéo, une installation qu'il avait à Bruxelles il y a 3 ans. Et ça fait ça à peu près pendant 1 semaine, rien de plus. Ça s'appelle Hula Dancer. La suite. Donc le dispositif est assez simple, c'est une petite boîte en acier avec pas mal de boutons. Il y a un micro et le micro va capter tout ce qui est dit à une distance d'à peu près de 3 mètres de cette boîte et c'est un principe qu'on appelle du speech to text, analyser ce qui est dit, le transformer en texte et le tweeter de manière quasiment directe sur le compte de Edvin. Ce qui est assez intéressant, c'est qu'on utilise ici une API de Microsoft il y a toujours quand même ce qu'ils appellent une forme d'intelligence artificielle de réinterprétation du texte qui est envoyé. Et donc, il en ressort d'autant plus des phrases un petit peu absurdes. Un autre projet de 2018 qui est une collaboration avec Martin, c'est Bumhunt. Bumhunt, donc c'est une parodie d'un jeu des années 80 qui était assez connu, un jeu Nintendo où il fallait tirer sur des canards. C'était la chasse aux canards avec un pistolet, ce qu'ils appellent un zapper. Et on a recréé ce jeu avec un petit peu d'actualité internationale, donc en impliquant un peu la Corée du Nord, un petit peu les États-Unis et un peu la Fédération de Russie. On a fait une installation en mode un peu performance, où on peut voir une image à droite. C'est comme ça qu'on essayait de présenter, enfin c'est comme ça qu'on présentait le projet en galerie, avec une petite zone de tir et un écran géant avec la projection. On a fabriqué les cartouches originales mais réadaptées et recréé le système électronique pour pouvoir jouer en direct et avec le zapper originel. Ça fait une petite vidéo. Bing, 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 bing. Wow. Ce sont les voix originales de Donald Trump.
Bing, 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 bing. Ka-ching, ka-ching, ka-ching. Bing, bing. Ay. Voilà, le jeu est disponible en ligne gratuitement et tout le monde peut jouer dessus. Prochain projet, qui est de nouveau un projet sur l'hésitation et l'éventuelle reconnaissance du monde artistique. J'ai pris ce livre, Influence Marketing for Dummies, donc le marketing par rapport aux influenceurs pour les nuls, et j'ai suivi un chapitre qui est le chapitre 9, qui est comment envoyer un cadeau à un influenceur. Et j'ai suivi un peu toutes les étapes et j'ai envoyé un courrier avec une boîte et un de mes cookies que j'utilise un peu finalement comme un outil de promotion. Ça ne me coûte pas excessivement cher de les laisser 48 heures et de les rendre magiques. Et ça me permet de faire des cadeaux et de pouvoir parler de mon travail. Donc ma cible était Alain Servet, qui, pour ceux qui connaissent, est un collectionneur belge assez réputé. Et donc ici, c'est une vidéo qui dure à peu près 18 minutes, mais je vais vous faire le raccourci. J'écris pendant 18 minutes et on voit toutes les hésitations, les moments où j'efface, où je change de langue, je change la formule, la manière dont je m'adresse à Alain. Voilà, et donc je lui ai envoyé cette lettre avec ce cookie et il n'a jamais répondu. Alain, je t'attends. C'est pas vraiment de la mise en scène, ça s'est vraiment passé comme ça. Mais voilà. Bon, ça dure 18 minutes, vous pourrez retrouver la vidéo sur Vimeo ou sur mon site internet. Je vais passer au prochain projet, qui est de nouveau aussi un projet de 2018, qui a été présenté à Ars Electronica cette année, qui s'appelle I Love You, I Hate You. Et j'ai mis cette photo-là parce qu'elle représente Masaru Emoto. Masaru Emoto est un professeur japonais, autoproclamé docteur, qui dans les années 80 a fait des expériences sur le pouvoir des incantations positives sur l'eau et incantations négatives sur l'eau. Donc globalement, il a pris 2 échantillons d'eau. L'un, pendant 30 jours, il lui disait « je t'aime » et l'autre, pendant 30 jours, il lui disait « je te déteste ». Après 30 jours, il a congelé 2 échantillons de cette eau-là, de ces 2 eaux-là, et il les a analysées au microscope. Une présentait des cristaux absolument merveilleux et homogènes, et l'autre était complètement détruite. Il a eu énormément de succès, il a écrit pas mal de livres avec ça. Il faut savoir qu'il a toujours refusé qu'on fasse ces expériences en milieu laborantin, ce qu'on appelle une chambre blanche. Et que toutes ces expériences étaient faites dans sa cuisine. Bon, une manière d'être peut-être un peu plus sceptique et d'y croire ou pas y croire, mais
voilà, il a vraiment caché toutes ces démarches. Un peu plus tard, avec le succès, il est vraiment devenu multimillionnaire. Il a reproduit la même expérience, mais avec 2 échantillons de riz cuit qu'il mettait dans l'eau. Et il a mis un label, je t'aime, et un autre label, je te déteste, qu'il a mis dans une école au Japon. Et il demandait à tous les enfants, de tous les matins, lire ce qu'il y avait écrit sur les étiquettes. Et après 30 jours, un échantillon était devenu noir et l'autre échantillon avait une odeur merveilleuse de saké. Bon, c'était celui avec le Love Speech. Ça m'a inspiré pour créer une pièce, encore une fois de plus, un petit peu engagée. Donc j'ai pris les 2 comptes Twitter, un compte Twitter de Donald Trump et un autre compte Twitter, mais qui avait, il y a un peu plus de 2 millions de followers, de love quotes, donc des phrases d'amour. Et j'ai construit un dispositif où, un peu à la manière du dispositif des Fortune Cookies, il y a 2 petites enceintes en dessous des récipients qui contiennent le riz. Et toutes les 25 secondes, ça lit d'une part un des tweets un peu hate speech, soi-disant, de Donald Trump, et d'autre part une quote d'amour ou d'amitié à l'autre contenant. Et l'expérience dure une trentaine de jours. Je ne vous dis pas les résultats après 30 jours, en tout cas ça ne se sent pas très bon. Chrysler is building a massive plant from Mexico to Michigan, reversing a years-long opposite trend. And good result. Voilà, c'est comme ça, toutes les 25 secondes, un tweet. Prochain projet, qui est issu d'une résidence à Québec en 2017, qui s'appelle Homéostasie électromagnétique. Homéostasie, pour ceux qui ne se rappellent pas, c'est le principe biologique de garder l'équilibre. Donc, en gros, si vous avez le soleil qui touche votre peau, vous allez commencer à transpirer. C'est une manière de votre corps de réagir et de refroidir la surface de la peau. Ça s'appelle l'homéostasie. C'est vraiment une réaction aux agressions extérieures pour restabiliser un peu les cellules. Et électromagnétique parce que on parlait du champ électromagnétique terrestre. Donc le champ électromagnétique terrestre, vous n'êtes pas sans savoir que la Terre, c'est un pôle nord, pôle sud, ça agit un peu comme un aimant. Et le champ électromagnétique a plus ou moins cette forme-là d'anneau autour de la Terre. Ce champ électromagnétique est relativement perturbé par le rayonnement solaire. Donc le rayonnement solaire vient frapper ce champ électromagnétique et le déforme, le perturbe. Il y a à peu près 26 laboratoires dans le monde qui arrivent à calculer ces déformations de champ électromagnétique. Ça s'appelle l'indice K. L'indice K va de 1 étant une perturbation très faible et jusqu'à 9 étant une perturbation assez importante. Les perturbations les plus importantes correspondent à, vous avez peut-être l'image, la première image c'était une aurore boréale. Ça c'est quand il y a une tempête solaire, on peut considérer que c'est les perturbations les plus importantes. Alors donc la résidence a duré à peu près 1 mois et en 1 mois on a fait un prototype qui est celui-là et qui est l'idée d'avoir vraiment ça agit un peu comme un métronome et donc la partie supérieure, il y a un moteur qui reçoit les données d'une part d'un des laboratoires situés à Québec et d'autre part l'autre reçoit les données d'un laboratoire situé en Belgique. Et la structure évolue, on a mis les données
correspondant à 2 jours avant une tempête électromagnétique et 2 jours après une tempête électromagnétique. Le cycle dure à peu près une dizaine de minutes et on voit la structure qui évolue avec le son. J'ai une petite vidéo, je vais vous la montrer. Ça, c'est un des détails du prototype un peu fait maison là-bas. La Chambre Blanche est l'équivalent d'un Fab Lab et d'un centre d'art à Québec. Ça, c'est ce que ça donnait. Donc c'est très lent au début. La vidéo dure une fois de plus 12 minutes parce que c'est le temps du cycle. Et donc petit à petit, il y a cette structure un peu métronome qui évolue et qui va commencer à déstabiliser de plus en plus le système pour ensuite revenir à un état de calme qui est la fin de cette fameuse tempête électromagnétique. Vous pourrez voir toutes les vidéos sur Internet et sur YouTube. Donc on a l'oscilloscope qui est là au centre, qui tentait un peu de montrer un peu une image, de faire référence aux aurores boréales. Alors, encore un projet de 2018 qui s'appelle Unpredictability, donc imprévisibilité. C'est une réponse à la surveillance Internet de ces grands groupes qui, bon voilà, je suis parti d'un postulat et vous n'êtes pas sans savoir, sauf si vous êtes parano depuis votre plus tendre enfance, que la plupart de ces groupes-là savent quasiment tout sur vous. En tout cas, toute l'activité que vous avez sur Internet, elle est stockée quelque part. Et je me suis dit, j'ai essayé de trouver un projet un peu spéculatif en réponse à ça. Et bon, ok, le postulat, ils savent déjà tout. Qu'est-ce qu'on pourrait faire malgré tout pour contrer ça? D'autant qu'il y a maintenant l'apparition d'algorithmes qui analysent cette information-là qui a été récoltée pendant des années sur vous et qui arrivent presque à, on n'y est pas encore, mais on va y arriver, à anticiper vos désirs et vos besoins. Et donc, la solution que j'ai trouvée passe par un principe assez ancien qui s'appelle la lobotomie et qui permet, selon moi, de devenir imprévisible face aux intelligences artificielles. Et donc, j'ai fabriqué un kit qui est un kit d'auto-lobotomie. C'est pas très glamour, mais bon, voilà. Donc, avec des outils et un manuel. Et on a fait des essais avec un Kobe. Et le Kobe heureux. Voilà. Voilà, c'était le dernier projet. Ça a été vite. Voilà. Et merci à Martin qui m'aide sur beaucoup de projets. Merci. Vous pouvez tous vous rhabiller.